Sanofi. Premier labo pharmaceutique français et l'un des 10 plus gros au monde. Côté pile, c'est une réussite. 100 000 collaborateurs dans le monde, dont 20 000 en France, des médicaments distribués dans plus de 170 pays et une boîte sur 6 vendue dans nos pharmacies. Mais côté face, Sanofi catalyse les critiques. Licenciement de chercheurs, pollution, scandale de la dépakine, fiasco des vaccins contre le Covid-19. Malgré tout cela, depuis 5 ans, Emmanuel Macron et ses ministres n'ont pas franchement tapé du poing sur la table. Pourquoi une telle frilosité vis-à-vis de Sanofi ? Y aurait-il des connivences au sommet de l'État ? Nous avons enquêté. En 1973, le pétrolier Elf se diversifie dans la santé en créant Sanofi. Sous la houlette de Jean-François Dehecq, son premier président, ici à gauche, le groupe va devenir en à peine 4 décennies et 300 fusions-acquisitions l'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques du monde. 38 milliards de chiffre d'affaires en 2021. Les patients que nous servons nous inspirent à être pionniers. Mais derrière les beaux slogans, face au Covid-19, le géant français n'a pas été au rendez-vous sur les vaccins. Mars 2020. Le Covid-19 s'abat sur le monde et les 2/3 de la planète sont confinés. Tous les regards se tournent alors vers les laboratoires pharmaceutiques, seuls capables de mettre au point des vaccins. Sur France 5, le président du comité stratégique de Sanofi en France assure que son labo est bien parti. Dès l'apparition de cette épidémie en Chine, nos chercheurs en France et aux États-Unis ont commencé à travailler sur un vaccin. Il s'avère qu'on a une expertise chez Sanofi Pasteur, on a une division dédiée au vaccin et on avait commencé à travailler sur le SARS-1, vous savez ce premier virus qui était apparu au début des années 2000, ce qui nous permet d'avoir un petit peu d'avance technologiquement pour pouvoir avancer sur ce vaccin. Sauf qu'un an plus tard, la France est inondée de vaccins américains. L'exécutif, lui, continue à croire à l'arrivée du vaccin de Sanofi. Nous avons bon espoir que Sanofi arrivera avec un nouveau vaccin. Le vaccin de Sanofi qui est toujours en train d'avancer. Fin septembre 2021, Sanofi promet toujours une sortie prochaine, comme s'en souviennent ses salariés du site de Montpellier, interviewés à l'époque. La semaine dernière, Sanofi, en interne, a communiqué donc, sur le vaccin ARN messager en nous expliquant que c'était formidable, qu'il y avait donc les premiers résultats de la phase 1 et 2 et que le vaccin ARN messager était super et fonctionnait très bien, avait eu de très très bons taux de réponse. Mais en coulisses, Sanofi a déjà abandonné son vaccin. 10 minutes plus tard, vous allumiez la radio sur France Info et on apprenait que le vaccin était arrêté. Sur le chat interne des employés de Sanofi dans le monde, c'est l'incompréhension. Pourquoi annonçons-nous en interne un résultat positif de phase 1 et 2 dans notre candidat vaccin à ARN messager alors qu'il est annoncé dans tous les médias que nous l'arrêtons ? C'est absurde et déroutant. Une communication très déroutante en effet, et un désastre pour toutes les personnes qui attendent toujours un vaccin. Sur CNBC ce matin, ils ont déclaré que l'ARN avait été abandonné par Sanofi. Avons-nous perdu la course ? En réalité, 1 an et demi après le début du Covid, Sanofi a pris trop de retard et le marché des vaccins à ARN messager est déjà presque saturé. Heureusement, le géant français a un deuxième candidat vaccin. Lui recourt à la technique des protéines recombinantes, que Sanofi maîtrise depuis des décennies. Mais après avoir fabriqué des millions de doses, la direction s'aperçoit qu'une grossière erreur de fabrication a été commise. Explication d'un ouvrier chimiste de Sanofi Sisteron. Pourquoi on n'a pas réussi les essais cliniques ? Là, c'est pire que tout parce qu'on a fait une erreur de débutant, c'est qu'on n'est pas arrivé à doser de solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à calculer des teneurs de concentration. Résultat, début 2022, ce second candidat vaccin n'était toujours pas sorti. Et en attendant,
le labo français se contente de mettre en flacon les vaccins de ses concurrents. Un échec cuisant pour Sandrine Caristan et ses collègues de Montpellier. On était leader mondial des vaccins, on se retrouve avec pratiquement rien. Cette société, moi quand je suis rentré, on était dans, on va dire, dans les 3 à 4 premiers mondiaux. On n'a fait que rétrograder depuis. Alors, comment se fait-il que notre fleuron ait échoué à ce point ? Pour Jean-Louis Perrin, les réductions d'effectifs depuis 12 ans ne sont pas sans rapport avec ce fiasco. Quand vous voulez faire vite et bien avec peu de moyens, parce que vous avez supprimé vos effectifs, vous avez supprimé du savoir-faire, vous en arrivez à des erreurs comme ça. Et là, je pense qu'on l'a payé l'erreur, on l'a payé cher. Une analyse partagée par le député et journaliste François Ruffin, qui a publié en 2018 un livre sur les dérives de Sanofi. L'échec de Sanofi sur le vaccin est vraiment la conséquence de 10 années de dépolitique industrielle ou de politique désindustrielle de Sanofi, puisque en 10 ans, ils ont supprimé la moitié de leurs chercheurs. Comment on peut trouver un vaccin quand on supprime la moitié de ses chercheurs ? Effectivement, quand le fondateur historique de Sanofi part à la retraite en 2010, les nouveaux dirigeants se lancent dans une sévère politique de réduction des coûts. À la manœuvre, les directeurs généraux du groupe qui se sont succédés. Chris Vibarer de 2008 à 2014, Olivier Brandicourt de 2015 à 2019, puis Paul Hudson, toujours en poste. Et à la tête du conseil d'administration du groupe depuis 2010, l'indéboulonnable Serge Weinberg. Énarque, ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius, il est rapidement parti dans le privé au conseil d'administration de la Fnac, Schneider Electric, Accor ou Gucci. Sur une période de 10 ans, le luxe a cru dans tous les continents 3 fois plus vite que le reste de l'économie. Et puis enfin, le luxe a un taux de rentabilité nettement supérieur au reste de la distribution. En une douzaine d'années, sous la houlette de Serge Weinberg et de ses collègues, la société Sanofi Recherche et Développement a fermé 8 de ses 11 sites de recherche en France, supprimé 40% de ses effectifs et réduit drastiquement ses investissements dans la recherche au point de chuter du 4e au 10e rang mondial des labos qui investissent le plus en R&D. Je me souviens de la phrase d'un certain Christopher Vibarer qui trouvait que la recherche, c'était pas bien parce que c'était un centre de coût. Donc aujourd'hui, il faut supprimer ce centre de coût et donc externaliser la recherche. Donc depuis 10 ans, on vit restructuration sur restructuration. La recherche, il n'y en a pratiquement plus. Sur le site de Montpellier, il n'y en a même plus. Et aujourd'hui, on ne fait pratiquement que du développement de molécules. C'est-à-dire que les molécules sont inventées ailleurs. Et nous, on est juste là pour développer le produit. À cause de cette sévère politique de dégraissage, le site de Montpellier, par exemple, a perdu 34% de ses chercheurs en 13 ans, tandis que dans le même temps, le taux de marge de Sanofi a gonflé de 30 à 50% et les dividendes versés aux actionnaires n'ont jamais cessé d'augmenter. Les plans de restructuration, ils sont à chaque fois présentés par la direction comme étant des plans d'économie. Et donc à chaque fois, il faut faire 2 ou 3 milliards d'économies. Alors que dans le même temps, Sanofi redistribue des dividendes aux actionnaires à hauteur de entre 3 et 4 milliards chaque année. Et ça, depuis au moins 10 ans. On redistribue à ces actionnaires le fruit du travail, en fin de compte, des salariés qui travaillent tous les jours pour Sanofi. Chaque année, Sanofi distribue à ses actionnaires un demi-siècle de ce qu'on arrive à récolter en Téléthon. Donc ça veut dire qu'avec cette somme-là, ce que vous pourriez faire en recherche sur le diabète, en recherche sur Alzheimer, en recherche en neurologie, en recherche cardiovasculaire, en recherche sur les vaccins évidemment, c'est absolument gigantesque. Et ce fric-là, il est bouffé pour les actionnaires. Quand je pense qu'on se bagarre, vous savez, dans cet hémicycle, pour avoir quelques millions, quelques dizaines de millions pour la recherche sur les cancers pédiatriques, sur les cancers pour les enfants. Sanofi, c'est 4 milliards de dividendes reversés à ses actionnaires. C'est énorme. Ça veut dire que, en gros, chaque salarié dans le monde, les 5000 salariés dans le monde, rapportent chacun 40 000 euros aux actionnaires. C'est énorme. C'est énorme. C'est un fleuron de l'industrie française. Il y avait la possibilité de se dire qu'on en faisait un outil structurant
en termes de pharmacie. Et on l'a laissé errer dans la finance à tout crin, et même d'ailleurs d'anciens directeurs, les chercheurs eux-mêmes, des cadres. On dit non, c'est pas possible de faire ça. Le député fait référence aux propos de l'ancien dirigeant de Sanofi dans un cache investigation de 2015. C'est pas ma manière de voir les choses. Enfin, c'est quelque chose qui est soutenable, de continuer à donner plus de dividendes chaque année, alors que le bénéfice baisse ? Moi, ça me scandalise. Je vous dis. Interrogé par email sur l'augmentation des dividendes versés, le service communication de Sanofi France justifie. Sanofi, évoluant dans un environnement international très concurrentiel, suspendre le dividende ou le réduire en raison de la pandémie actuelle viendrait à fragiliser l'entreprise, à réduire son attractivité et obérer ainsi sa capacité à innover sur le long terme pour les patients. Moi, ce qui me pose question, c'est où est l'État ? Que fait l'État ? Parce que quand on a cette dérive-là pendant 10 ans sur un outil industriel majeur, normalement, le ministère de l'économie ou le ministère de la recherche ou l'Élysée doit dire stop. On veut pas de cette orientation-là. Et pourtant, ces dernières années, l'exécutif s'est presque toujours rangé du côté de Sanofi, à l'Assemblée nationale comme dans les médias. Cela peut être en mode check Covid, avec le directeur général de Sanofi sur Twitter, en mode j'esquive les questions qui fâchent. L'absence de vaccin français aujourd'hui, au 20 janvier, c'est un échec pour Sanofi. Ce qui est un grand succès surtout, pardon d'être optimiste dans des périodes qui sont difficiles, c'est qu'on ait été capable au niveau mondial de développer en un temps. Mais c'est sûr. Ou quand François Ruffin interroge le ministre de la Santé. Ma question est simple. Pourquoi la France, pays de Pasteur ? Pourquoi la France ? Pourquoi Sanofi n'a pas son vaccin ? En mode, il ne faut pas critiquer Sanofi. J'espère, monsieur le député, que vous saurez vous en souvenir. Avant votre prochaine intervention, vous pointerez du doigt les laboratoires, et notamment Sanofi, comme vous le faites à longueur d'intervention dans cet hémicycle. Ou enfin, en mode, j'évoque le fiasco de Sanofi sur les vaccins, mais sans citer le nom du labo. Côté recherche, je ne peux pas faire un immense cocorico. Je veux dire, quand je regarde la compétition mondiale, on ne peut pas dire que la nation de Pasteur a été celle qui a découvert, que ce soit les structures publiques ou privées, le vaccin en premier. Matter of fact. Ouais, mais alors si ça s'arrête à dire on ne peut pas faire cocorico, si ça c'est la punition, franchement, moi je veux bien être puni tous les jours. Non, mais c'est ridicule. Et le fiasco de Sanofi sur les vaccins n'est pas le seul échec sur lequel l'exécutif aurait du mal à sévir. Sur la dépakine, un médicament de Sanofi qui cause de graves effets secondaires, Emmanuel Macron et son gouvernement donnent là aussi l'impression d'être trop complaisants. Nous allons à Perpignan, à la rencontre d'une mère de famille devenue la bête noire de Sanofi. Pendant 30 ans, Marine Martin a pris chaque jour un médicament du géant français, la dépakine. S'il s'avère très efficace contre les crises d'épilepsie, dans les années 80, les chercheurs découvrent que, consommé par les femmes enceintes, il provoque des déformations physiques chez 10% des fœtus, et dans les années 2000, qu'il provoque également des troubles de développement comme l'autisme chez 30 à 40% des bébés exposés. C'est ce qui est arrivé aux 2 enfants de Marine, Salomé et Nathan. Né en 2001, c'est le cadet qui est le plus touché. Depuis 10 ans, Marine alerte donc les autorités et les patientes. Elle a même quitté son emploi pour fonder en 2011 l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsifiant, l'APESAC, qui fédère aujourd'hui plus de 7500 familles. À force de persévérance, Marine Martin a notamment réussi à faire modifier la notice du médicament et à imposer sur les boîtes des pictogrammes signalant clairement le danger pour les femmes enceintes. Ça a été long, ça m'a pris 2016-2017 pour l'imposer, et puis après on l'a imposé au niveau européen. On a réussi à travailler ensemble et à faire imposer au niveau de l'Europe ce pictogramme, et ça j'en suis effectivement particulièrement fière. Ouais.
C'est les firmes pharmaceutiques qui choisissent quel pictogramme est imposé, alors que ça devrait être l'agence du médicament, c'est eux les gendarmes. Mais ils se sont dédouanés en laissant les laboratoires faire. En 2016, l'APESAC a attaqué Sanofi au tribunal pénal pour tromperie aggravée, blessures involontaires et homicides involontaires. Et derrière, il y a eu effectivement des familles qui se sont joints à cette première plainte pénale. Donc aujourd'hui, on n'est pas loin de 100 familles, c'est quand même assez important, dont certaines qui ont perdu leur bébé. Donc c'est pour ça qu'il y a la notion de homicide involontaire. Ça, c'est très important symboliquement. Ça veut dire qu'ils ont potentiellement tué. C'est quand même pas rien, parce qu'on parle de Mediator, combien de morts, mais Dépakine, c'est pareil, combien de victimes, hein, combien de décès. À ce jour, l'APESAC attribue à la Dépakine 179 décès et 1645 avortements. En ce mois de septembre 2021, nous retrouvons Marine Martin au tribunal judiciaire de Paris. C'est la première action de groupe en matière de santé qui est jugée. Donc derrière, ça risque d'encourager, si c'est plutôt favorable, les autres victimes de médicaments. Quand tu sais que tu as 7000 victimes, qu'il y a des dossiers au tribunal de Paris, tout ça. Problème, ces plaintes peuvent mettre 5 à 10 ans à aboutir et leur issue est incertaine. Du coup, en 2016, les députés ont créé à l'unanimité, fait rare, un dispositif d'indemnisation à l'amiable pour les victimes de la Dépakine. Il est géré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM. Son principe est simple. Pour chaque dossier de victime, un collège d'experts s'accorde sur le montant des indemnités et sur comment le paiement doit se répartir entre l'État et Sanofi, jugés co-responsables. Mais à ce jour, Sanofi n'a toujours pas versé un centime. C'était légitime de croire qu'ils allaient être volontaires et payés. Et en fait, pas du tout. Là, aujourd'hui, on est en 2021 et ça fait 5 ans. 5 ans que Sanofi refuse de payer, 5 ans que les victimes qui ont été indemnisées sont indemnisées avec de l'argent public. Contacté, le laboratoire renvoie la balle vers les autorités de santé en affirmant les avoir alertés dès les années 2000. Jusqu'à présent, l'ONIAM a retenu majoritairement la responsabilité du laboratoire, sans tenir compte des refus répétés des autorités de santé de modifier les documents d'information destinés aux professionnels de santé et aux patients, malgré les demandes du laboratoire. Pour l'avocat de l'APESAC, qui fut aussi celui des victimes du Mediator, l'argumentaire de Sanofi n'est pas entendable. On a dans mon cabinet plus de 700 dossiers à l'ONIAM, 1400 en cours de constitution, et il en reste beaucoup. Et en face, c'est vrai qu'on a un mur étanche. Il n'y a pas une oreille qui dépasse, ils disent rien, on n'entend rien, et la seule chose qu'on entend, c'est non. Leur attitude, en fait, elle est très simple. Elle est très figée, elle n'a jamais bougé. C'est un refus complet, absolu, très brutal, très violent à l'égard des victimes, mais un refus d'indemniser. Impliquée sur le dossier Dépakine depuis fin 2018, la députée Les Républicains Véronique Louwagie ne comprend pas non plus l'attitude de Sanofi vis-à-vis de l'ONIAM. Ça n'est pas normal de ne pas apporter de réponse et de ne pas reconnaître et participer, je dirais, voilà, un dispositif qui a été créé par l'État, qui a été créé par l'Assemblée nationale pour apporter une réponse. Donc à un moment donné, je dirais, c'est faire fi aussi de décisions de l'Assemblée nationale où les députés sont élus par les citoyens et prennent les décisions en qualité de représentants des citoyens. Donc effectivement, moi je suis fortement déçue en tout cas de l'attitude de Sanofi par rapport à cette situation. En attendant, c'est l'ONIAM, donc nous, les contribuables, qui avançons les frais. Déjà près de 33 millions d'euros. Ce sont nos impôts qui payent le dispositif d'indemnisation des victimes de la Dépakine. Donc ça, c'est absolument pas admissible et il faudrait que les Français le sachent. Parce que d'une certaine manière, payer, c'est reconnaître sa culpabilité. Et ça, Sanofi ne veut absolument pas en entendre parler. Et dans l'espoir qu'un jour Sanofi rembourse ses fonds publics, l'ONIAM doit traîner le laboratoire devant les tribunaux. Les victimes ont un peu du mal à comprendre comment un laboratoire français connu, reconnu, qui gagne bien sa vie, parce qu'on ne met pas Sanofi à genoux, comment ce laboratoire peut traiter les patients, ses clients, avec autant de mépris.
que Sanofi continue, bon an mal an, à gagner 400 millions d'euros par an en vendant de la dépakine, qui ne paye pas un copec aux victimes, et que les victimes, elles se retournent, et que c'est les fonds publics qui payent. Mon vieux grand-père communiste que j'adore vous dirait collectivisation des pertes, privatisation des profits. Et le fait que l'exécutif ne tape pas du poing sur la table n'arrange rien. En 2019, quand Véronique Louwagie avait proposé d'alourdir les pénalités encourues par le laboratoire pour ses retards de paiement à l'ONIAM, le gouvernement d'Édouard Philippe avait refusé de se mouiller. En séance, le gouvernement avait émis un avis de sagesse, c'est-à-dire ne s'est pas prononcé de manière favorable ou défavorable par rapport à cet amendement, mais en tout cas, il a été adopté à une très grande majorité, peut-être l'unanimité, je n'ai plus en tête exactement. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui s'étonnent du silence du président sur les dérives de Sanofi. À aucun moment, Emmanuel Macron s'est exprimé publiquement. Par exemple, si on prend l'affaire Lactalis, on a demandé au PDG de chez Lactalis de s'excuser publiquement parce qu'il avait un lait périmé qui avait été commercialisé, etc. Moi, j'attendais à ce qu'on demande à Sanofi de s'excuser pour les dizaines de milliers de victimes et qu'effectivement, il assumerait ses responsabilités et qu'il indemniserait les victimes au niveau du fonds d'indemnisation. Que nenni. Symboliquement surtout, mes clients attendaient du gouvernement une position très ferme, très précise contre le laboratoire pour leur dire il faut assumer votre responsabilité. Le président de la République aurait intérêt à faire avancer ce dossier. Effectivement, s'il avait une prise de parole publique, je pense que peut-être ça pourrait contribuer à faire changer Sanofi d'avis. En tout cas, ce serait en tout cas une très, très bonne chose. Mais nous n'en sommes pas encore là, car même quand Sanofi pollue l'environnement, l'exécutif regarde ailleurs. Direction les Pyrénées-Atlantiques, près d'une zone industrielle tristement célèbre pour ses pollutions, le bassin de Lacs. C'est à quelques kilomètres de là, à Mourinx, que Sanofi fabrique sa dépakine depuis la fin des années 70. En 2018, le groupe pharmaceutique informe discrètement la préfecture que plusieurs gaz dégagés dans l'atmosphère par son usine dépassent les seuils autorisés. Vice-présidente d'une association locale de défense de l'environnement, Cathy Soublès se souvient de la réunion qui a suivi avec les représentants de Sanofi et de l'État. L'inspecteur des installations qui sont présentes sur le bassin annonce de suite en réunion, en préambule, on a un gros problème à Sanofi, Mourinx. Les bénévoles de l'association sortent alors leurs calculettes. Ils découvrent que 4 gaz sont rejetés dans des quantités 3500 fois supérieures aux normes autorisées et qu'un 5e, le bromopropane, classé cancérogène, mutagène et reprotoxique possible par l'OMS, a lui atteint des pics 190 000 fois au-dessus des seuils. Je me suis pincée, je n'avais pas dormi la nuit, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas vrai, ils font pas ça. On est resté scotchés. Enfin, l'association découvre qu'il y a d'importants rejets de valproate de sodium, le principe actif de la dépakine, et qu'ils ne sont pas surveillés par les autorités car aucun seuil maximal n'a été fixé par la loi. Mais alors depuis quand durent ces différentes pollutions ? D'après le préfet des Pyrénées-Atlantiques, il se pourrait qu'elles remontent aux années 80. Le préfet et la préfecture, c'est le représentant de l'État local. Donc pourquoi autant d'années avant que Sanofi se fasse prendre la main dans le sac ? Et là on se dit que l'État n'a peut-être pas fait son rôle de gendarme vis-à-vis de Sanofi. Face à ces dépassements historiques, l'association s'attendait à une réaction rapide et ferme de l'État. Mais un arrêté préfectoral laissera encore 3 mois à Sanofi pour se mettre aux normes. Le lendemain du jour où le scandale Mourinx éclate dans la presse, hasard du calendrier, Emmanuel Macron accueille à l'Élysée la réunion annuelle des géants de l'industrie pharmaceutique mondiale, dont Sanofi et son PDG Olivier Brandicourt. On a le PDG de Sanofi qui est en guest star à l'Élysée le lendemain de Mourinx. Mais on ne le sanctionne pas du tout. On ne le punit pas du tout. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre d'Emmanuel Macron, ni sur la dépakine, ni sur Mourinx.
Au contraire, on apprend le mardi dans les Échos qu'il y a eu un certain nombre de mesures prises par le gouvernement qui vont en faveur de l'industrie du médicament. Et là, on a le directeur de Sanofi qui se montre à la une et qui est très content. Finalement, l'usine Sanofi de Mourinx fermera bien mi-juillet 2018, comme le prévoyait l'arrêté préfectoral afin de se mettre aux normes, mais rien à voir avec les pressions de l'exécutif donc. La production de Dépakine reprendra le 3 septembre, après l'installation de filtres à charbon sur les cheminées de l'usine, réduisant considérablement la plupart des rejets. Les associations Cépinso 64 et France Nature Environnement ont néanmoins porté plainte contre Sanofi pour mise en danger d'autrui et administration de substances nuisibles. Une enquête a été menée par le parquet de Pau, puis confiée au parquet de Paris, mais là encore, le jugement peut mettre des années avant d'aboutir. Dans ces 3 dossiers polémiques, non seulement Sanofi n'a pas été réprimandé, mais l'État a continué à subventionner généreusement le laboratoire. Comme tous les labos, le modèle économique de Sanofi dépend d'abord financièrement de la sécurité sociale. Explication d'une économiste de la santé. On aurait moins de dépenses en médicaments si la sécurité sociale n'existait pas, parce que les ménages ne pourraient pas se payer tous les médicaments que la sécurité sociale rembourse. Lorsque Sanofi vend un médicament, eh bien, il est remboursé par la sécurité sociale la plupart du temps, pas 100%, mais en tout cas une partie. Et ça permet aussi à Sanofi de faire des bénéfices et des profits. C'est donc un peu notre argent que Sanofi redistribue généreusement à ses actionnaires. Le labo est également aidé par le biais de 2 réductions d'impôts, le Crédit Impôt Recherche, CIR, créé en 1983, et le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, dit CICE, instauré au début du quinquennat Hollande et dont Emmanuel Macron serait l'un des principaux artisans. Il y a quelques années, Élise Lucelle l'avait justement questionné sur ces crédits accordés à Sanofi, 136 millions d'euros, rien que pour l'année 2015. Il y a un crédit à l'impôt de recherche qui est versé par l'État à une entreprise qui est un fleuron de l'industrie française et qui supprime des postes où ? Dans la recherche. D'abord, si on ne donnait pas le crédit d'impôt recherche à cette entreprise, ça fait plusieurs années que l'entreprise, elle aurait mis toute sa recherche et sans doute même ses quartiers généraux hors de France. Est-ce que vous pouvez pas dire à un moment simplement, l'État vous donne de l'argent pour du crédit impôt recherche, ne supprimez pas d'emploi dans la recherche. C'est assez logique. C'est bien évidemment ce qu'on a dit, c'est pour ça qu'on a au maximum... Bah oui, mais ça n'a pas marché. Non, pas totalement. Non. Pas totalement. De plus, l'État ne vérifierait pas que ces crédits d'impôt aboutissent réellement à de l'investissement ou des embauches dans la recherche. Disons que c'est une niche fiscale finalement, puisque le crédit impôt recherche, ça permet de baisser ses impôts d'un certain pourcentage des montants investis dans la R&D, mais il n'y a pas vraiment un contrôle sur ces investissements dans la R&D. En plus, le crédit impôt recherche est surtout concentré sur des grosses firmes, notamment Sanofi, et oublie un petit peu des acteurs plus moyens et les startups de biotech qui développent la R&D. Et même quand la direction du laboratoire menace de servir d'abord les États-Unis lorsqu'elle trouvera un vaccin contre le Covid, le pouvoir central continue de sortir le carnet de chèques. Paul Hudson a expliqué que le gouvernement américain aurait droit aux plus grosses précommandes de vaccins puisqu'il avait investi, partagé le risque avec Sanofi. Le gouvernement puis l'Élysée s'en sont émus aujourd'hui, d'autant que Sanofi est un groupe français. Le soir même, Serge Weinberg s'efforce d'éteindre la polémique sur France 2. Je vais être extrêmement clair. Il n'y aura aucune avance particulière d'aucun pays. S'agissait-il d'une stratégie de Sanofi pour obtenir encore plus d'aide publique dans la course au vaccin ? Un mois plus tard en tout cas, sur un site de recherche Sanofi près de Lyon, Emmanuel Macron rencontre Serge Weinberg, Olivier Bogillot et Paul Hudson. Emmanuel Macron passe sur le site de Marseille Étoile et fait une opération de communication pour réconcilier un peu Sanofi avec la France, pour que tout le monde dise non, c'est bon, ils vont faire le boulot ici, et ainsi de suite. Le chef de l'État annonce alors le déblocage de 200 millions d'euros pour aider Sanofi à développer son centre de recherche sur les vaccins. Pour le député François Ruffin, l'État qui est si généreux avec Sanofi pourrait légitimement être plus ferme quand le labo sort des clous. L'État, il pourrait leur taper sur les doigts.
il pourrait leur dire, bon, c'est fini, plus de crédit impôt recherche, plus d'impôt crédit impôt compétitivité emploi, et puis même, garde à vue, on va analyser tous vos documents. Il ne bouge pas le petit doigt. Mieux que ça, Serge Weinberg est fait chevalier de la Légion d'honneur. Si l'exécutif se montre frileux, la justice française, quant à elle, paraît très lente et peu dissuasive. Les laboratoires, les industriels en règle générale, ne craignent pas la justice. Parce que les dommages et intérêts, parce que les amendes, parce que les sanctions sont extrêmement faibles. Et notamment les amendes financières ou les dommages et intérêts. Je pense au contraire que les juridictions, par exemple aux États-Unis, font très peur aux industriels. Quand vous dites à un industriel, bon, par exemple Servier aux États-Unis, voilà, vous avez trompé le consommateur, vous avez gagné 400 millions d'euros pendant la période, on va vous condamner à 10 fois votre profit. Là, je peux vous dire que tout le monde serait au garde à vous pour dire, monsieur le juge, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on s'arrange. Dans la dépakine, vous imaginez, 400 millions d'euros par an, rien que sur 10 ans, si le juge dit, en fait, on va vous condamner à 4 milliards d'euros de dommages et intérêts ou d'amendes, je pense qu'il nous écouterait un peu mieux. C'est comme dans la cour de récréation, quand il y en a un gros costaud, il a une mauvaise réputation, mais il suffirait que le pion se fâche et dise la récré c'est fini, tu vas t'asseoir sur le banc. Donc la principale chose que Sanofi a à faire, c'est de laisser faire la justice. Il suffit de faire des procédures, il suffit de faire des recours et de laisser la machine jouer avancer naturellement. Il n'y a même pas besoin de faire de la corruption ou des trucs incroyables comme tout le monde l'imagine. Non, il suffit de laisser faire les choses. Et ça, c'est très dommage. Et c'est très dommage que la justice n'arrive pas à être crédible vis-à-vis de l'industriel. Normalement, l'État devrait être le protecteur des citoyens, le protecteur des patients, voilà, en termes de santé. Et là, l'État, en tout cas la Macronie, choisit Sanofi plutôt que notre santé. Pourquoi ? Comme à notre habitude, nous avons cherché à interroger le président de la République. Allô ? Allô, oui, bonjour, Lucille Berland pour Off Investigation. Je me permettais de vous appeler parce qu'on a fait une demande d'interview du président de la République à propos d'un documentaire qu'on prépare sur Sanofi. Écoutez, je suis incapable de vous répondre, c'est des attachés de presse qui vous répondent. Nous, on est une boîte mail pour ce genre de demande. Donc, s'ils vous ont pas appelé, je ne sais pas quoi vous dire. Faites-nous un mail de relance et on me leur transférera en mettant votre deadline. D'accord, on a déjà envoyé plusieurs mails en fait, mais on n'a toujours pas de réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut tenter différemment ? Non, malheureusement, c'est le seul process. Ok, bon, c'est reparti. Désolée. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Faute de réponse de l'Élysée, nous en sommes réduits à des hypothèses. Parmi les raisons qui pourraient expliquer la complaisance de l'État à l'égard de Sanofi, la menace de licencier ou délocaliser, un argument qu'Emmanuel Macron avait brandi face à Élise Lucet, souvenez-vous. D'abord, si on ne donnait pas le crédit d'impôt recherche à cette entreprise, ça fait plusieurs années que l'entreprise, elle aurait mis toute sa recherche et sans doute même ses quartiers généraux hors de France. On voit bien que ça n'empêche pas Sanofi petit à petit se désengager de la France. Mais au fait, bien qu'il soit subventionné par la France, Sanofi est-il toujours un fleuron hexagonal ? Aujourd'hui, 63% de son actionnariat n'est plus français et seulement 6% de son chiffre d'affaires est réalisé en France, contre 37% aux États-Unis. Face à cette mondialisation effrénée, certains salariés se sentent impuissants. Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il n'y a plus de limite parce que plus personne ne peut rien faire contre Sanofi, quoi. Et Sanofi, les autres grandes entreprises, elles savent très bien que c'est elles qui dirigent le monde. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à une croisée des chemins où c'est le privé qui a pris le dessus sur les États. Et on en vient à se dire, ce qui n'est pas ma philosophie personnelle, qu'ils doivent avoir des super soutiens. Et là, il y a toute une histoire, et les victimes y sont très sensibles, des liens entre le président de la République, les grands patrons de Sanofi, et c'est, pour mes clients, pour les justiciables, insupportable. L'idée qu'il y ait des gens au-dessus des lois, au-dessus du respect des victimes, c'est insupportable. Penser qu'on a des lobbies qui font pression de l'extérieur, c'est être optimiste. Parce que ça suppose que ça soit de l'extérieur. Or, aujourd'hui, on a un appareil d'État qui est colonisé de l'intérieur.
En enquêtant sur Emmanuel Macron, le journaliste Mark Endeveld a découvert qu'il était soutenu depuis une quinzaine d'années par Serge Weinberg, le président du conseil d'administration de Sanofi, qu'il a nommé commandeur de la Légion d'honneur en janvier 2020. Serge Weinberg, historiquement, c'est un haut fonctionnaire qui a été, au tout début des années 80, chef de cabinet de Laurent Fabius. Il a occupé différentes fonctions ensuite au sein de l'État et également au sein d'entreprises. C'est devenu une grande figure du capitalisme à la française, comme un haut fonctionnaire qui devient haut responsable au sein du CAC 40. Et depuis quelques années, il est devenu président non exécutif du groupe Sanofi, du groupe pharmaceutique Sanofi. C'est en 2007, à la commission Attali sur la libération de la croissance, qu'Emmanuel Macron rencontre Serge Weinberg, mais aussi l'un de ses amis avocats d'affaires, Jean-Michel Darrois, ou le président d'Essilor, Xavier Fontanet. Tous les trois vont le conseiller pour la suite de sa carrière. Et là, à ce moment-là, plusieurs de ses conseillers informels va l'amener à s'intéresser à la banque d'affaires, et plus particulièrement à Rothschild & Co., une des plus prestigieuses banques d'affaires de la place de Paris, qui est dans le 8e arrondissement, avenue de Messine. Rothschild & Co., c'est la banque d'affaires franco-britannique spécialisée dans les fusions-acquisitions. At Rothschild & Co., the combination of our outstanding people and our unique values-driven culture has enabled the firm's track record for more than 200 years. Présidée par le mythique David de Rothschild, qui s'apprête à passer la main à son fils, la banque est un rouage essentiel du capitalisme mondial et pour Emmanuel Macron, une possibilité d'étendre ses réseaux. Et qui va-t-il approcher donc, pour entrer chez Rothschild? Principalement Serge Weinberg. En fait, pourquoi? Parce qu'à l'époque, Serge Weinberg est administrateur de Rothschild, de la banque Rothschild. Weinberg va appeler directement David de Rothschild, donc le patron de la banque. Emmanuel Macron va rencontrer également une autre personne importante pour son entrée à Rothschild, qui lui est banquier d'affaires au sein de Rothschild, il s'appelle François Henrot. La séduction opère entre les deux hommes, et donc les deux principaux soutiens de l'entrée d'Emmanuel Macron chez Rothschild, ça va être d'un côté Serge Weinberg avec son ami Jean-Michel Darrois, qui est un avocat d'affaires, le plus grand avocat d'affaires de la place de Paris, et d'un côté, et de l'autre côté, il va y avoir à l'intérieur de la banque François Henrot qui va pousser également sa candidature. En gros, c'est ces trois personnes-là qui vont vraiment permettre à Emmanuel Macron d'arriver chez Rothschild. Et cette embauche dans la prestigieuse banque d'affaires va radicalement changer les revenus du couple Macron. En tant que haut fonctionnaire, Emmanuel Macron gagnait autour de 10 000 € par mois, ici en bleu. Mais en rentrant chez Rothschild, il va percevoir près de 3 millions d'euros en 4 ans, soit 60 000 € par mois en moyenne, ici en rouge. En clair, en facilitant son entrée chez Rothschild, Serge Weinberg a aidé Emmanuel Macron à intégrer le capitalisme d'État à la française. Macron, il est d'abord le produit de cette technocratie française-là, de ce capitalisme d'État. D'ailleurs, quand on le présente comme libéral, en réalité, il est d'abord un libéral conservateur du capitalisme d'État à la française. Alors tout son discours, c'est de dire on va dynamiter le système, et y compris dynamiter ce capitalisme d'État. Moi, je me souviens, quand j'ai fait la première enquête sur lui, l'ambigu Monsieur Macron, je me souviens que quand je l'avais interrogé sur son rapport au grand patron quand il était ministre de l'économie, il m'avait fait tout un laïus qu'on pourrait qualifier de populiste, entre guillemets anti-élite, où il s'attaquait devant moi en on, comme on dit, c'est-à-dire officiellement. J'avais d'ailleurs retranscrit les citations dans mon livre. Il s'en était pris à l'entre-soi du capitalisme français, comme un des freins de l'économie française. Il m'expliquait à l'époque que ces grands patrons issus des grands corps de la technocratie française, s'ils étaient un frein à l'économie française, c'est qu'ils empêchaient justement les mutations du capitalisme en France et de pouvoir libérer la société. C'était le discours qui me tenait quand il était ministre de l'économie, à rebours total de ce qu'il est dans son parcours
lui-même. C'est-à-dire, Emmanuel Macron est un noble d'État, entre guillemets, dans son parcours. Et il a coché toutes les cases pour arriver là. Et lorsqu'il quitte la banque Rothschild en 2012 pour devenir secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie, Emmanuel Macron conserve des liens très privilégiés avec Serge Weinberg. Quand Emmanuel Macron se lance dans l'aventure présidentielle dès 2015, en fait, en cachette de François Hollande et de Manuel Valls, parmi les rares personnes qu'il prévient, dont son entourage, il y a Serge Weinberg, l'avocat d'affaires Jean-Michel Darrois, et un autre de ses mentors importants dans sa carrière économique et politique, qui est l'industriel Henri Armand. Mais ça vous montre que ces personnes-là étaient à l'époque dans le premier cercle d'Emmanuel Macron. Et à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron en mai 2017, Serge Weinberg faisait partie des quelques centaines d'invités triés sur le volet. Devant sa télévision, Marine Martin avait été marquée par la poignée de main échangée entre les deux hommes ce soir-là. Ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, le jour de l'investiture, il a fendu la foule pour aller saluer Serge Weinberg, que j'ai tout de suite reconnu. C'est là qu'on comprend que, d'une certaine manière, on fait pas le poids. C'est David contre Goliath et que ce sera très compliqué pour moi de faire entendre ma voix face à un soutien aussi puissant. De même, pendant le mandat de chef de l'État d'Emmanuel Macron, Serge Weinberg sera l'un des rares patrons à être régulièrement reçu à l'Élysée. Après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, le chef de l'État, parce qu'il aime jouer les contre-pieds et ne pas également être l'objet de critiques sur le président des riches ou le président des patrons, président du CAC 40, va mettre une distance à l'égard des grands patrons et du patronat français. Mais il y a des grands patrons et des responsables économiques français qui continuaient à avoir un lien direct avec le président de la République ou qui continuaient à rencontrer régulièrement Alexis Kohler à l'Élysée ou les équipes du président de la République régulièrement, c'est Serge Weinberg. Plus discret, parce que moins connu du grand public que Alain Minc ou Jacques Attali, mais Alain Minc et Jacques Attali n'ont pas été conseillers du soir d'Emmanuel Macron pendant le quinquennat. Et Serge Weinberg. Mais Serge Weinberg a eu un accès direct à Emmanuel Macron durant le quinquennat. Un petit mot là-dessus. Est-ce que ça peut expliquer aussi une certaine complaisance de l'État Macron à l'égard du laboratoire Sanofi qui parfois fait des bêtises et on se demande un peu où sont les pouvoirs publics ? Ça dénote tout du moins de la vraie interconnexion entre les plus hauts responsables de l'État avec certains poids lourds du capitalisme français et du milieu des affaires parisien. Donc quand Élise Lucet, quand elle fait son enquête sur Sanofi, interroge les liens entre Serge Weinberg et Emmanuel Macron, elle a raison, Élise Lucet, de poser la question. Une relation qui alimente chez les salariés le sentiment que le président fait passer les intérêts des industriels avant la santé publique. Il défend les intérêts de ceux qui l'ont mis au pouvoir, donc d'une sphère financière, des puissants, de ceux qui ont le pouvoir financier en quelque sorte, le pouvoir économique. Mais en tout cas, ils ne défendent pas nos intérêts à nous. Enfin, nous là. Ni en tant que salarié de Sanofi, ni en tant qu'usager de la santé, ni en tant que citoyen, ça c'est sûr. Chaque jour qui passe est un jour douloureux. Quand on est parent d'un enfant qui souffre de troubles du spectre de l'autisme, qu'il faut tous les matins batailler pour qu'il aille à l'école, trouver les AVS, les taxis pour le transport, les centres spécialisés, tous les matins c'est une mission. Et là, je trouve que Sanofi a une responsabilité morale qui est immense de faire traîner les choses, parce que c'est les enfants qui en pâtissent. Et ça, un jour, on leur fera payer. On leur fera payer ces retards en expliquant à la justice, notamment dans le cadre du procès pénal, que Sanofi s'est joué de la justice et que la justice n'arrive pas à mettre suffisamment de pression pour débloquer les choses. 5 ans après avoir lancé la première action de groupe en matière de santé, l'APESAC vient de remporter une victoire d'étape importante. Le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris jugeait qu'avec sa dépakine, Sanofi avait manqué à son obligation d'information et de vigilance en commercialisant un produit défectueux
ayant causé des dommages physiques ou neurodéveloppementaux. Mais comme à son habitude dans le dossier d'Epaquine, Sanofi a fait appel. En attendant, le groupe continue d'engranger des milliards de bénéfices sous l'œil bienveillant de l'exécutif. Merci d'avoir visionné cette enquête citoyenne. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télé se méfient des investigations politiques ou économiques. Dans les groupes privés, on les a tués depuis longtemps au profit de l'info au continu ou des sujets de société. Dans l'audiovisuel public, dès qu'un sujet est jugé un peu trop politique ou un peu trop sensible, il a tendance à être écarté par crainte des foudres du pouvoir exécutif. Alors pour financer les enquêtes que les chaînes refusent de lancer, faites un don ponctuel ou récurrent sur off-investigation.fr ou alors abonnez-vous, ce qui vous donnera accès à des contenus exclusifs comme par exemple les making-of de nos enquêtes. Merci d'avance pour votre soutien, financez l'investigation indépendante.